c'est parti pour l'enregistrement. Donc, je vous disais, quelques slides et quelques nouvelles de la communauté. Donc, on est une large communauté d'investisseurs expatriés et on est à peu près 26-27 000 actuellement. Donc, merci à toutes et à tous pour votre inscription. On est très nombreux donc à s'intéresser à ce sujet de l'investissement immobilier locatif. Mais comme vous avez pu le voir, on a élargi les discussions au SCPI et au crowdfunding immobilier, étant des sujets qui intéressent de nombreux membres pour développer et diversifier leur patrimoine, toujours dans l'immobilier avec d'autres types de supports très différents. Nous sommes donc à peu près 30 000, un peu moins 27 000 d'après les statistiques. Alors, je ne sais pas si c'est de la police ou des consulats ou de l'INSEE. Il y a à peu près 3 millions de Français expatriés. Donc, vous avez 9 chances sur 10 que vos amis chez vous ne sont pas encore inscrits sur Imoneos. Donc, quand vous les croisez, que ce soit aux États-Unis, à Singapour, en Suisse, au Luxembourg, au Congo-Brazzaville, invitez-les à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, plus il y aura d'expériences personnelles à partager. Et donc, les discussions seront très riches entre nous. À propos de discussion, voilà, c'est l'autre bonne grande surprise et merci à tous pour d'être aussi actifs. On a à peu près 10 000 membres actifs par jour sur le groupe Facebook. On partage tous, je pense que un constat, c'est que l'environnement actuel, souvent avec des conseillers, des intermédiaires, n'est pas le mieux adapté pour avoir une transparence et une disponibilité pour toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, merci à toutes et à tous quand vous partagez votre expérience et vos réponses aux autres membres. C'est vraiment ça qui est très riche dans nos échanges. Notre obsession avec David et Adeline, c'est véritablement la confiance au sein de la communauté. Ce que j'ai voulu rappeler, parce que parfois on a des questions sur un peu comment tout ça est né et surtout comment on gère ça au quotidien. Donc, d'une part, pour vous confirmer que tout le contenu que vous trouvez sur le site Imoneos a vraiment été rédigé par nos soins avec des analyses et des études totalement indépendantes. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit, vous nous le dites. On est toujours ouvert, notamment par email, à tous les feedbacks, y compris négatifs. Et on fait toujours en sorte de pouvoir y répondre dans les 48 heures. Alors, soyez parfois indulgents. On a des week-ends parfois et on répond un peu plus long, mais on prend en compte tous les feedbacks, y compris négatifs. Le forum donc, sur Facebook est fortement modéré. Dans le but justement de continuer à avoir ce niveau de discussion. Un grand merci notamment à Adeline qui nous aide vraiment de manière continue et tous les jours dans le filtrage de nos membres, mais également dans la modération des discussions pour faire en sorte de continuer à ce niveau de qualité. Et également, tous les partenaires avec qui on vous met en relation, on y reviendra, ont tous été recommandés par des membres de la communauté et avec David, on les a ensuite vérifiés et ils sont suivis dans la durée. L'objectif étant bien évidemment d'avoir le meilleur niveau de service pour tous les membres. Il arrive qu'opérationnellement, il y ait des complexités, des challenges, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est de savoir les régler de manière professionnelle. Donc, je vais aller vite, mais juste pour vous dire que donc la présence d'Imoneos, c'est vraiment multicanal. Si vous n'êtes pas encore allé sur le site web, je vous encourage à y aller, où on publie de nombreux dossiers et qu'on commence à organiser de manière thématique sur ce qu'on appelle l'académie thématique Imoneos pour traiter les différents sujets qui sont abordés dans les discussions et regrouper un certain nombre de dossiers, d'analyses, d'avis et de témoignages qui vous permettent d'en apprendre davantage. Donc voilà, j'ai mis en exemple 3 grands sujets qui sont, comment dire, des dossiers qui sont lus très largement. Et ce que vous trouvez en bas à droite, c'est ce que vous trouvez tout en bas de la homepage du site Imoneos. Vous avez un classement thématique de tous ces dossiers. Vous trouvez aussi sur la homepage, comme vous le savez déjà, les contacts des partenaires de confiance qui, encore une fois, ont été recommandés par les autres membres. Et donc, on vous met en relation directe avec ces partenaires. L'objectif, encore une fois, et depuis le début avec David, c'était de dire, en étant une communauté, on peut véritablement identifier les partenaires les mieux adaptés pour investir en direct depuis l'étranger et donc s'assurer d'avoir des recommandations et un suivi dans le temps. Un petit focus sur les ventes flash. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne les recevez pas encore directement par email,
Donc, c'est véritablement des offres qu'on cherche à avoir en exclusivité en off-market pour permettre d'investir depuis l'étranger et avec un accompagnement bout en bout d'un expert en local. Donc, toutes les offres que vous voyez ont été vraiment filtrées en amont. Ce n'est pas un site d'annonce. On demande vraiment aux partenaires avec lesquels on travaille, quand ils ont des opportunités et qu'ils peuvent les garder en exclusivité pour quelques jours et de préférence off-market, de bien les packager, de bien expliquer, d'être très transparent sur tous les éléments dont on a besoin pour investir, que ce soit le DPE, que ce soit l'adresse précise, que ce soit l'état de la copropriété et pourquoi notre expert local pense que c'est une bonne opportunité, de sorte que vous ayez de manière synthétique vraiment les éléments dans votre salon, de l'endroit où vous êtes, les éléments pour vous décider. Et après, on vous met directement en relation avec lui pour que vous puissiez vous positionner. Comme il y a vraiment un filtrage important en amont, juste un petit rappel, voilà, normalement, les ventes flash, à une grande majorité, sont vendues sous 3 jours. Donc, vraiment, ne perdez pas votre temps. Et si vous n'êtes pas encore dans l'emailing, inscrivez-vous sans tarder. On envoie toujours des ventes flash en email 24 heures avant de les publier dans le groupe Facebook. Voire certaines ventes flash, on ne les publie pas parce que quand il y a une vingtaine de personnes par email qui sont positionnées, on ne veut pas créer de la déception, donc on ne les publie pas. Je vous disais, on a étendu les sujets de discussion au SCPI et crowdfunding et on a aussi créé un groupe WhatsApp dédié qui fonctionne très, très bien, histoire de commencer à voir dans un groupe un peu de pionniers. Là, j'ai mis l'URL, mais si vous voulez vous inscrire, c'est très simple. Vous rendez sur site Imoneos dans la homepage et vous cliquez sur le lien SCPI et crowdfunding. Voilà, je voulais être court, j'étais un peu loin à mon goût, donc je passe tout de suite la main à Louise-Marie et Aurélie qui ont la gentillesse de venir nous apporter leur expertise et nous expliquer tout ce qu'il faut savoir pour faire la déclaration en 2023 de nos biens qui sont loués en LMNP ou LMP. Voilà, je te laisse la main, Louise-Marie, à toi. Merci Rémi et bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent. Aujourd'hui, effectivement, on va vous partager tout le sujet de la fiscalité en location meublée. Donc pour cela, je vous partage mon écran. Hop. Donc pour rapidement nous présenter, Amarissimo, donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'immobilier. Aujourd'hui, on accompagne les investisseurs, qu'ils soient en France ou à l'étranger, justement comme vous, et l'accompagnement se fait à distance. Donc le seul objectif, tout simplement, c'est que le bien soit situé en France et après, nous, on se charge des déclarations fiscales. Donc aujourd'hui, on va commencer par simplement la location meublée avec les différents régimes fiscaux, un focus sur le statut LMP parce que ça va être ce qui va vous concerner majoritairement, puis les quelques nouveautés de la loi de finances. Nous aborderons dans une deuxième partie le sujet de la déclaration des revenus 2022 qui va arriver finalement d'ici quelques mois et il faut l'anticiper. Donc justement, en location meublée, 2 régimes fiscaux possibles, le régime du micro ou le régime du réel. Le régime du micro, c'est un abattement forfaitaire à hauteur de 50% ou 71% si vous avez un logement qui est classé meublé de tourisme. Cet abattement s'applique sur les loyers chargés. Donc si aujourd'hui, vous avez un loyer à 600 € et 50 € de charge, il faudra bien déclarer 650 sur les 12 mois. Le réel, pour faire le comparatif, c'est tout simplement la déduction de l'ensemble des charges que vous avez sur ce logement et cette notion d'amortissement. Donc, comment on fait le choix finalement entre les deux? Le micro-BIC, il est accessible à tous avec un plafond de loyer à 77 700 € ou 188 700 € si vous êtes classé en meublé de tourisme. Et le réel, soit vous le choisissez en option, soit vous êtes de plein droit sous ce régime, notamment quand vous êtes une indivision, par exemple, un couple marié en séparation de biens ou une vraie indivision, frère ou sœur. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, selon les bases et les données que l'on a de l'administration fiscale, 70% des loueurs en location sont au régime du micro, soit par méconnaissance, soit par procrastination, parce qu'on le fera plus tard ou j'ai pas le temps maintenant, je m'en occuperai l'année prochaine. C'est dommage parce que vous avez quelques euros, je pense, à économiser. On va le voir juste après. Donc, il faut vraiment prendre le temps de vérifier quelle est la situation qui serait la plus favorable pour vous et ensuite la mettre en œuvre. Alors, je Aujourd'hui, pense,
Ouais, Je me je t'en prie. permets juste, pardon, moi je suis Aurélie Templet, hein, j'interviens au sein du cabinet et je travaille en direct avec Louise Marie. J'ai cette expertise immobilière et fiscale également. Et ce qu'on constate en fait, c'est que les investisseurs ont tendance à projeter le régime de la location vide sur celui de la location meublée. Ils pensent tout simplement qu'à partir du moment où ils n'ont pas de travaux ou pas de dépenses en frais financiers, eh bien, n'ont pas d'intérêt à opter pour le régime réel. Et ils se satisfont de l'abattement des 50%. Ils trouvent déjà qu'ils sont dans une option ou un régime de faveur. Or, ce qu'il faut retenir sur ce sujet de l'amortissement, tout le monde n'est peut-être pas familiarisé avec ce sujet, mais ici, on ne parle pas de l'amortissement du crédit immobilier, on parle de la possibilité de déduire votre investissement immobilier. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de votre immobilier, et ça aussi, c'est très important, on va prendre la valeur au moment où on va passer au régime réel. Ça veut donc dire que si vous avez un bien qui vous avez peut-être reçu par donation ou succession qui avait une valeur de 60-70 000 euros il y a 25-30 ans et qu'aujourd'hui, il est estimé ce même bien 150 000 euros, on va amortir, on va déduire votre bien sur cette base de 150 000 euros. Et donc, on aura une charge qui est une charge fictive qui va nous permettre tout simplement de venir neutraliser en règle générale, 50 à 80% des revenus locatifs. Et lorsque les biens sont investis lorsque les investisseurs font l'acquisition de biens neufs, il est même pas rare de voir que les amortissements du bien immobilier gomment 100% des loyers aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on a des rendements un peu moins importants à ce jour que ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Donc, c'est une petite précision. Je me permettrai, Louise-Marie, peut-être de temps en temps sur cette… On va essayer d'interagir ensemble. Et puis, je regarderai surtout les questions pour essayer soit de répondre par écrit ou alors d'interagir avec Louise-Marie sur ce point. Merci Aurélie. Donc, tout simplement, donc, comme Aurélie le précisait, le régime réel est intéressant pour la majorité des investisseurs. Et donc, si aujourd'hui vous êtes au régime du micro et que vous souhaitez passer au régime du réel, c'est tout à fait possible. Il faut en faire la demande auprès de votre centre des impôts entre le 1er janvier et la date butoir de votre déclaration pour l'année concernée. Je prends un exemple. Pour les revenus 2023, si vous souhaitez passer au réel, c'est le moment de faire la demande de changement avant le mois de mai, la date limite. Si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore déclaré votre location, on peut toutefois tenter de demander à passer au régime réel à partir des revenus 2022, mais ça, ce sera au cas par cas et on le verra directement avec vous. Donc justement, si on prend un exemple assez concret d'un investissement à 231 000 euros avec des revenus annuels à 20 000 euros. Au régime du micro, on aurait eu impôts et des prélèvements sociaux à hauteur de 4 720 euros à l'année. A contrario, au régime du réel, si on déduit l'ensemble des charges, donc à savoir la taxe foncière, les charges de copropriété, vos intérêts d'emprunt, vraiment les charges que vous avez, et cette notion d'amortissement donc calculée sur la valeur de votre bien, on arrive à un résultat à 0 parce que les charges et l'amortissement ont permis d'effacer complètement ces 20 000 euros de loyer. Ce qui génère en fait tout simplement un montant à 0 au niveau de l'imposition, donc vous avez des revenus nets d'impôts. Donc entre le micro et le réel, il y a un gain certain à réaliser. Et c'est là où une étude est à réaliser pour justement vérifier quel serait le gain dans votre situation personnelle entre les deux régimes. Ensuite, se pose la question, est-ce que je suis loueur meublé non professionnel ou loueur meublé professionnel? Eh bien, tout simplement, maintenant, pour être professionnel, il y a 2 conditions cumulatives, à savoir avoir plus de 23 000 euros de location meublée, charges comprises, et que ces revenus d'activité meublée dépassent les revenus d'activité salariée en France. Donc, si aujourd'hui, vous avez votre activité à Singapour, par exemple, et aucun revenu d'activité en France, dès lors que vous dépasserez les 23 000 euros de revenus de location meublée, vous serez professionnel.
Précédemment, il y avait une inscription au RCS à réaliser. Elle a été abrogée en 2018 et depuis 2021, l'inscription auprès de l'URSSAF est revenue obligatoire pour les loueurs meublés professionnels. On va le voir un petit peu plus en détail ensuite. Dans un cas de figure où on aurait plus de 23 000 € de location meublée, par exemple, on a 30 000 €. Mais à côté, j'ai 40 000 € de revenus de salaire français. Et ben, une des deux conditions n'étant pas remplie, je reste toutefois non professionnelle. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que les deux conditions sont à accumuler pour être professionnel. Donc, à bien vérifier. Et cette notion de LMNP ou LMP, elle est à définir en fonction du foyer fiscal. Donc aujourd'hui, même si seul monsieur a une activité de location, on vérifiera et on comparera en fonction des revenus d'activité du foyer pour déterminer son statut. Ensuite, les différences entre loueur meublé professionnel et non professionnel. Il y en a finalement 5, à savoir la première sur le déficit. Aujourd'hui, si nous avons des revenus à hauteur de 20 000 € et des charges et de l'amortissement à hauteur par exemple de 25 000 €, quand on est non professionnel, le déficit que l'on aura généré sera reportable sur les revenus de même nature pendant 10 ans. Donc, tout simplement, on pourra les reporter sur des revenus de location meublée ultérieurement. Quand on est professionnel, le déficit généré grâce aux charges sera reportable sur le revenu global de votre foyer fiscal et reportable pendant 6 ans. Au niveau des plus-values, quand on est non professionnel, on est sur la plus-value des particuliers, donc tout simplement le prix de cession moins le prix d'achat qui est majoré avec des forfaits pour travaux et frais d'acquisition, et vous bénéficiez d'un abattement pour durée de détention avec une exonération d'impôt au-delà de 22 ans de détention et exonération de prélèvements sociaux au-delà de 30 ans. Quand on est loueur meublé professionnel, c'est différent. On reste sur la plus-value des professionnels et donc la plus-value est calculée en 2 fois. On le verra juste ensuite, donc je ne vais pas détailler plus ici. Mais les amortissements, tout simplement, sont repris en compte dans le calcul et des possibilités d'exonération sont également possibles si vous êtes professionnel depuis plus de 5 ans et que votre chiffre d'affaires de l'activité est inférieur à 90 000 €. Dans ce cas-là, vous êtes exonéré d'impôts, restent seulement les cotisations sociales à devoir. Ensuite, justement, sur les cotisations sociales, un petit peu au quotidien sur l'activité. Les LMP sont et doivent cotiser à la sécurité sociale des indépendants depuis 2021 et on retrouve également les loueurs en meublé qui réalisent plus de 23 000 € de chiffre d'affaires propre à de la location saisonnière doivent eux aussi cotiser. Cette règle-là peut être remise entre guillemets en question si tout simplement la gestion locative est déléguée à un professionnel de l'immobilier. C'est simplement la réponse P-loi qui voudrait que le propriétaire n'ait plus à payer ses cotisations. Et le dernier point différenciant, ça va être au niveau de l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière. Quand vous êtes non professionnel, ce patrimoine est taxé au même titre que vos autres biens immobiliers. Quand on est professionnel, vous pouvez sortir de l'IFI si vous avez un résultat positif de l'activité et que cette location meublée représente votre activité principale. Cela signifie que si vous avez à côté une activité salariée, le meublé ne viendra jamais être l'activité principale. Ça sera toujours une activité secondaire et vous ne pourrez pas être exonéré d'IFI. Justement, les cotisations sociales, pour aller un petit peu plus loin, parce que je pense que c'est un sujet qui vous questionne. Donc depuis 2021, donc comme on l'a dit, les cotisations sont obligatoires lorsqu'on est loueur meublé professionnel. Le passage professionnel est automatique maintenant depuis qu'on remplit les 2 conditions. Et donc, si on paye les cotisations sociales, on ne paye plus les prélèvements sociaux, donc CSG et CRDS, au taux de 17,2 % sur son résultat. Donc, quel est le coût de cette cotisation et finalement ce qui est compris dans ce que cela couvre, pardon. Donc, tout simplement, le taux, c'est environ 40 % du résultat imposable de votre activité. Donc, dans la plupart des cas, on a un résultat à 0 ou déficitaire. Donc, le propriétaire est soumis aux cotisations minimum, c'est-à-dire à peu près 1 200 € à l'année.
Ces cotisations vont vous permettre d'avoir deux éléments importants, c'est-à-dire une couverture sociale en France et également permettre de cotiser au moins 3 trimestres de retraite sur 4. Donc, ça peut avoir un intérêt pour certains d'entre vous si demain vous souhaitez revenir en France pour justement soit votre retraite ou pour une raison professionnelle. Alors, une petite précision, effectivement, si on n'a plus un résultat d'activité qui est donc de plus de 6 700 et quelques euros, je n'ai pas les derniers montants actualisés, mais vous pouvez prétendre à également 4 trimestres de retraite au lieu des 3 qui sont cités ici. Donc, si on compare finalement ce coût de cotisation pour pouvoir avoir une couverture sociale, le régime de la sécurité sociale en France, plus la validation des retraites, finalement, le montant de l'investissement est assez faible par rapport aux bénéfices que ça peut engager. Ça va dépendre surtout de votre objectif. On a certains non-résidents qui sont finalement ravis de cette situation et c'est une recherche, et d'autres qui cherchent à la fuir pour d'autres sujets de revente qu'on va voir tout à l'heure. Mais en tout cas, ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle, ce sujet de cotisation au regard des protections sociales. Dans la pratique, comment ça se passe? Juste une autre Oui, petite Aurélie? précision, désolée Louise-Marie Non, de non. t'interrompre, et c'est parce que j'ai vu une question et j'ai répondu tout à l'heure. J'entends certains cabinets ou certains experts qui n'auraient pas la même interprétation concernant le plafond des 23 000 euros. Aujourd'hui, l'administration fiscale et le BOFIP, il est très clair en fait. On compare les 23 000 euros aux revenus de source française. Donc, si on n'a pas d'autres revenus, en France, d'autres revenus, déclarés revenus professionnels en France, et qu'on a plus de 23 000 euros, oui, on est automatiquement LMP pour les non-résidents. Merci. Donc, dans la pratique, comment ça se passe? Donc, tout simplement, on va venir distinguer les membres finalement de l'EEE. Donc, ça comprend l'Union européenne plus 3 pays, Islande, Norvège et Liechtenstein, si la prononciation est bonne. Donc, tout simplement, pour ces personnes qui seraient membres, vous n'allez pas cotiser en France, vous allez simplement cotiser dans votre pays de résidence. Par contre, les autres personnes vont cotiser, eux, en France, selon les conditions vues précédemment. Aujourd'hui, ce que l'on attend, finalement, c'est le décret également pour connaître les conditions de collecte. Donc, on l'attend depuis maintenant 2021. Donc, il se fait attendre et cela pourra nous donner en tout cas des réponses et notamment au sujet de la sortie pour les LMP, surtout pour la sortie des cotisations sociales pour connaître les modalités. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Vas-y Aurélie. Oui, pardon. Effectivement, excuse-moi Louise-Marie, le décret, en fait, il a notamment pour vocation à venir nous donner d'une meilleure visibilité sur les fameux loueurs en meublé, c'est-à-dire quelle est la fréquence des cotisations? Est-ce que c'est annuel? Est-ce que c'est trimestriel? Et puis, comment ça se passe pour les loueurs qui réalisent via des sociétés personnes morales? Est-ce qu'ils ils seraient soumis aux mêmes réglementations? Donc ça, c'est vraiment des réponses qui sont attendues. Par contre, c'est vrai que ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on attend la publication de ce décret. Et concernant la sortie des cotisations sociales, c'est important pour nous aussi d'avoir de la visibilité via ce décret et peut-être des formulaires un peu plus simples, puisqu'aujourd'hui, quand on souhaite sortir des cotisations LMP, les démarches sont extrêmement longues auprès de l'URSSAF afin qu'ils comprennent et qu'ils comprennent la mécanique et qu'ils acceptent, parce qu'en fait, en fonction des URSSAF, ils n'ont pas tous non plus les mêmes interprétations ou la même manière de travailler. Donc, avec certains d'entre eux, il va falloir être un peu plus insistant et apporter effectivement la preuve que vous n'êtes plus LMP pour pouvoir sortir des cotisations. Comptez à peu près 18 mois pour pouvoir sortir des cotisations sociales. Nous, aujourd'hui, l'exemple qu'on vous donne, les délais moyens qu'on vous donne, c'est les délais qu'on a réussi à obtenir sur les dossiers où nous avons demandé des sorties de cotisations sociales pour la reconnaissance d'une bascule LMP en LMNP. On a jusque-là toujours obtenu 100% de chances de succès dans nos dossiers et des suites favorables. Mais bon, on n'exclut pas d'avoir un peu plus de difficultés avec d'autres
d'autres territoires ou d'autres URSSAF qu'on n'aurait pas encore sollicités. Je veux répondre également à Guillaume qui dit les non-résidents sont par définition non professionnels. On est d'accord que la définition professionnelle qu'on indique ici, c'est une définition professionnelle d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue social, mais pas d'un point de vue activité juridique en tant que telle. On est bien d'accord, Guillaume. Cependant, c'est bien les règles fiscales et sociales aujourd'hui qui nous amènent du coup, à parler de ces fameuses cotisations, qui peut paraître, je l'entends, hein, incohérent pour certains d'entre vous. Merci. Donc voilà, au sujet des cotisations, donc on attend des éclaircissements qui, on l'espère, arriveront cette année. Ensuite, au niveau de l'activité, alors délibérément, je ne parle pas de vente, parce que certes, ça en fait partie, mais demain, si vous devez revenir en France ou arrêter la location pour héberger un ascendant, un descendant, et donc que l'activité de location s'arrête, cela peut générer une plus-value des professionnels. Et comment se calcule cette plus-value professionnelle? On la distingue en deux parties. La première, c'est la plus-value court terme. Ça représente en fait les amortissements que l'on a pratiqués sur la durée d'exploitation du logement. Cette plus-value, elle va être taxée à deux niveaux. La première, c'est votre tranche marginale d'imposition. En tant que non-résident, c'est un taux à 2%, à 20%, pardon, plus les cotisations sociales, les cotisations sociales au taux d'environ à peu près 40%. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la plus-value long terme, donc tout simplement le prix de cession minoré du prix d'achat. Et là, vous êtes taxé à hauteur de la flat tax, donc au taux forfaitaire de 30%. Donc, on a vraiment les deux à prendre en compte et c'est là où les amortissements vont avoir leur impact. Il y a toutefois des exonérations possibles, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous avez moins de 90 000 € de chiffre d'affaires sur l'activité et que vous êtes professionnel depuis plus de 5 ans, vous serez exonéré de la partie impôt. Des exonérations partielles ensuite, si vous avez une exonération partielle ensuite, si vous avez un chiffre d'affaires entre 90 et 126 000 €, puis aucune exonération au-delà de 126 000 € de chiffre d'affaires. Pour vous donner un exemple assez concret, on est parti sur un bien tout simplement acheté 350 000 avec un prix de revente à 450 000 au terme des 30 ans. On est parti du principe que l'on aurait amorti totalement le bien, soit une valeur nette comptable aujourd'hui à 0. La valeur nette comptable, c'est simplement son prix d'acquisition moins les amortissements que l'on a utilisés. On est dans les critères avec une activité professionnelle depuis plus de 5 ans et moins de 90 000 € de chiffre d'affaires. Donc, au niveau de notre plus-value court terme, donc, on va être exonéré de la tranche marginale d'imposition, donc de la partie impôt, les fameux 20%, et sur la partie plus-value long terme, on va être exonéré de la flat tax. Donc, restera quand même les cotisations sociales à reverser à l'administration. Donc, alors, ça, je c'est vois plus... aussi, Oui, excuse-moi vas-y. Louise-Marie, c'est parce que je vois un commentaire Oui. de Guillaume qui se dit, en fait, j'ai détenu mon bien pendant 18 ans en propre, ensuite je passe ou en LMNP, je revends en LMP, je suis LMP seulement pendant 3 ans, je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette exonération. Comment ça va se passer finalement sur le calcul, et donc il précise, c'est un véritable racket. Alors, je préciserai juste, Guillaume, qu'en fait, le calcul va se faire uniquement sur la période LMP. En fait, on a la possibilité d'avoir un retraitement sur la plus-value en distinguant la période non professionnelle de la période professionnelle. Dans ce cadre-là, l'impact est beaucoup moins important. Donc, bon, certes, il y aura toujours un petit peu de cotisation sur les amortissements qui ont été pratiqués, mais ce n'est quand même pas du tout la même chose que si on les reprenait depuis le départ. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quand même un retraitement sur ce point-ci. Est-ce qu'il y a justement d'autres questions avant qu'on parte sur la loi de finances? Oui, alors il y a pas mal de questions qui se sont posées. Je ne sais pas si c'est vraiment le moment ici ou si on les À la fin? aborde à la fin, mais il y avait vraiment des questions de personnes qui se posaient entre j'opte pour le régime du micro au régime réel, et notamment ça fait 10 ans que je détiens mon bien, est-ce que ça a encore un intérêt? Je dirais que la réponse est oui, puisqu'en fait, au moment où vous allez passer au régime réel, vous allez apporter votre bien à l'actif, votre bien va prendre à une valeur certaine
au moment où il passe à l'actif, soit en 2023. Et donc, du coup, vous allez pouvoir amortir sur cette base de 2023. Donc, vous allez amortir, enfin, commencer vos amortissements. Donc, c'est vraiment pour vous une opportunité probablement pour avoir des revenus pas ou peu fiscalisés. Là, n'hésitez pas, on peut intervenir, nous, pour vous faire des simulations et vous montrer de suite l'impact fiscal. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'avais une autre question qui vient rejoindre cette réflexion, c'est de se dire, mais qui va déterminer la valeur du bien? Ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, sur cette valeur de bien, vous êtes seul responsable. Donc, pour avoir une valeur au plus proche, on va vous demander, en tant qu'expert comptable, d'avoir soit 2 estimations réalisées par 2 agences immobilières pour prendre la moyenne des 2, ou alors, si vous avez une estimation réalisée par un expert immobilier agréé ou un notaire, une seule sera suffisante et nous permettra de porter le montant. Sachez qu'une estimation réalisée par notaire ou expert immobilier agréé n'est pas contestable auprès de l'administration fiscale. Après, vous pouvez aussi et notamment apporter la valeur que vous le souhaitez, mais ça reste votre engagement. Top. Donc justement, ensuite, pour faire un petit focus sur la loi de finances 2023 et les principaux changements qui découlent sur les investissements immobiliers. Le premier, c'est la hausse des seuils du régime du micro, qu'on soit meublé classé ou pas. Donc tout simplement, précédemment, on avait un seuil à 72 600 € qui a été réélevé à 77 700 et 188 700 si on est classé au lieu de 172 600. Ça, c'est le premier point. Donc c'est sur la fiscalité en nom propre. La seconde, c'est sur la fiscalité, donc sur l'impôt des sociétés où le taux réduit de 15% se voit appliquer jusqu'à maintenant 42 500 € de bénéfices au lieu de 38 120 précédemment. Et la troisième chose qui aura, je pense, le plus d'impact aujourd'hui, ça va être des personnes qui ont un patrimoine avec des locations meublées, mais de courte durée, donc de la location saisonnière. Au-delà de 3 logements en location courte durée, vous avez l'obligation maintenant de passer au régime du réel. Le micro ne sera plus possible. Ensuite, la déclaration des revenus 2022, les dates clés. Pour commencer, ce qui est important de savoir, c'est que plus on anticipe notre déclaration, mieux c'est, parce qu'il y a tout simplement des démarches administratives à réaliser. Il y a tout simplement le recensement des documents et la transmission de ces éléments. Donc aujourd'hui, nous, comment on fonctionne avec les propriétaires que l'on accompagne, c'est qu'on leur demande, avant le 1er mars, d'avoir déposé l'ensemble de leurs documents sur leur espace client. Donc, c'est-à-dire que pour respecter cette date-là, il faut commencer dès aujourd'hui, finalement, l'échange entre nous pour mettre en place l'accompagnement et vous ouvrir votre espace client. Pour l'ensemble des propriétaires qui nous déposent les documents avant le 1er mars, on a un engagement de délai et de respect surtout des délais au niveau de l'administration fiscale. Après cette période, nous ne pouvons plus nous engager sur la bonne tenue et l'envoi tout simplement dans les temps de la déclaration. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de propriétaires qui s'y prennent vraiment, on va dire au mois d'avril ou mai pour diverses raisons. Il faut savoir que quand on commence à lancer les démarches en avril ou mai, c'est trop tard. On peut toujours régulariser, c'est pas très grave, hein, mais nous, on ne peut pas s'engager sur les bons délais et s'engager à vous produire votre déclaration dans les temps. Donc, et ensuite, au niveau des délais, donc 1er mars, c'est notre limite à nous pour l'envoi des documents. Et par la suite, l'envoi des déclarations va se faire, en tout cas pour le 18 mai maximum pour les personnes qui sont en version papier et le 23 mai pour les personnes qui seraient en ligne, en tout cas pour les non-résidents. Les personnes qui seraient résidentes en France, les délais sont étalés entre le 23 mai et le 7 juin en fonction des départements. Alors, c'est la partie déclaration revenus, mais par contre, la déclaration au régime réel, le bilan, quant à lui, doit être adressé normalement début mai, toujours début mai, et on a très souvent, enfin chaque année, un délai supplémentaire de 15 jours nous permettant d'avoir jusqu'à mi-mai pour télétransmettre le bilan. On rappelle que le bilan, enfin en location meublée, dès lors qu'on opte au régime réel, hein, on doit fournir un bilan comptable et le bilan comptable est télétransmis avant la déclaration
des revenus. Des revenus tout court. Alors pour vous, vous n'avez que vos revenus locatifs à déclarer probablement ou des revenus de capitaux mobiliers par ailleurs, mais ce sont bien deux déclarations distinctes, dont une où vous ne vous en occupez pas parce que c'est votre comptable qui se charge de télétransmettre à l'administration fiscale et l'autre qui correspond à votre déclaration 2042. Donc justement, comment nous, on peut vous accompagner aujourd'hui? Deux solutions. On a tout simplement deux offres à pouvoir vous présenter. Donc la première, c'est l'offre expert. C'est tout simplement l'accompagnement avec un comptable, donc un interlocuteur unique, où l'ensemble des démarches va être réalisé par le cabinet. Si vous avez besoin de conseils, il est présent et vous pouvez tout à fait fixer un rendez-vous avec votre comptable. Et au moment du bilan, justement, c'est le comptable qui va le réaliser, le télétransmettre à l'administration fiscale et on vous transmet une aide à la déclaration pour simplement vous prévenir de comment trouver le bon annexe sur votre déclaration, quel cas choisir et quel chiffre reporter, tout simplement. On vous accompagne jusqu'au bout et on reste disponible en cas de besoin. Cette offre-là, elle est accessible à partir de 299 € hors taxe par an et il y a des possibilités s'il y a de la colocation, de la location saisonnière pour d'avoir un tarif un petit peu différent, mais tout ça, vous recevez un devis personnalisé dès que vous avez un premier échange avec un de nos conseillers. Et la seconde offre, qui est assez récente, c'est l'offre Solo. Donc, c'est simplement un logiciel comptable que vous allez acheter pour une année et vous allez réaliser par vous-même votre déclaration. Vous allez renseigner vos revenus, vos charges, cette notion d'amortissement. Vous allez vraiment être en autonomie complète jusqu'à la télédéclaration où vous allez pouvoir aller jusqu'à cette dernière étape. Au sujet de l'obtention du numéro... Vas-y, Aurélie. Vous allez juste, alors vous n'allez pas forcément renseigner les amortissements, vous allez renseigner la valeur de votre bien et l'outil va calculer les amortissements. Il va vous faire des préconisations, celles qui sont les préconisations les plus adaptées. Après, charge à vous de vouloir ventiler. Si vous avez cette expertise, il y a un mode expert qui vous permet de modifier la ventilation des amortissements qui est recommandé par l'outil. Et le dernier point, c'est au niveau de l'obtention du numéro SIRET. Si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné sur cette étape, ça fait partie aussi de cette offre-là, en tout cas, qui est au forfait de 168 € TTC par an. Donc les deux sont possibles en fonction de l'appétence de chacun et du besoin d'accompagnement. Certains auront une nécessité d'être rassurés et de tout déléguer, et donc on sera un avantage sur l'offre expert, et d'autres préfèrent être autonomes et garder à leur main leur déclaration, et donc on sera plus sur Solo. On en profite donc pour rappeler que lorsqu'on fait de la location meublée, peu importe l'option fiscale qu'on a choisie, qu'il s'agisse du régime du micro ou du régime réel, le numéro de SIRET est bien obligatoire. Il n'est pas obligatoire de le reporter sur votre déclaration de revenus 2042C Pro lorsque vous avez opté pour le régime du micro. Cependant, ça n'exclut pas cette obligation d'immatriculation. Donc, dans toutes les offres d'Amaris, nous, on régularise et on offre cette prestation puisqu'en fait, on préfère le faire nous-mêmes plutôt que laisser les clients le faire parce qu'on a constaté que régulièrement, il y avait des anomalies et finalement, on passe un petit peu plus de temps à corriger ces anomalies. Donc, ça fait partie intégrante de nos accompagnements en fonction des situations. Mais je rappelle encore une fois, c'est bien obligatoire parce que c'est souvent un sujet d'échange avec les loueurs en meublé. Louise-Marie, sur la partie présentation, est-ce qu'on passe aux parties questions ou est-ce que tu avais d'autres Non, choses il y à avait voir? deux petites choses, notamment, je pense une qui est relativement importante, c'est si vous êtes en retard sur votre déclaration, parce que ça va arriver vite. Donc, il n'y a pas de... Enfin, si c'est votre première année, je veux dire, il n'y a pas de panique. Il faut le faire, c'est important, c'est obligatoire de déclarer ses revenus. Mais comment ça va se passer? Vous pouvez tout à fait, dans votre déclaration de 2042C Pro, donc c'est la déclaration des revenus BIC, où on va pouvoir déclarer la partie des locations meublées, tout à fait renseigner un résultat à 0 ou un résultat estimé, si on a pu faire une simulation avec vous justement en amont. Vous validez votre déclaration, ça permet quand même d'avoir déclaré cette partie-ci. Vous validez la déclaration avant les dates butoirs et ensuite, on pourra revenir faire un correctif sur votre déclaration, donc soit en ligne, soit de manière plutôt papier si on a passé tout simplement le 15 décembre. Mais c'est
on peut toujours régulariser jusqu'à 3 ans en arrière. Donc, s'il y a du retard, ce n'est pas grave. Vous déclarez à zéro ou le résultat, vous validez, ils nous viendront corriger par la suite. Ça, c'est la première solution. Ou sinon, si vous voyez que il vous reste quelques jours peut-être pour faire votre déclaration, pensez à l'offre solo. Vous avez cette autonomie, c'est vous qui réalisez seul grâce au logiciel votre bilan. Ça peut vous permettre d'aller assez vite et de pouvoir déclarer dans les temps. Donc vraiment 2 possibilités si vous êtes en retard. J'ai vu une question d'ailleurs de quelqu'un qui posait la question: «Est-ce qu'on peut basculer d'une offre expert à l'offre solo ou vice versa?» Bien sûr, c'est tout à fait possible. Si vous vous sentez à l'aise pour réaliser vous-même, sachant que honnêtement, l'outil est très, très intuitif, et d'ailleurs, on va vous adresser un lien de vidéo pour que vous puissiez, juste voir quel est l'environnement, l'ergonomie, de l'outil. Mais c'est vraiment très simple. Mais à l'inverse, si, vous avez fait des travaux cette année, que vous n'avez pas particulièrement envie d'utiliser un outil parce que ça vous pose quelques questions et que vous avez envie de passer sur une offre expert, c'est aussi possible dans l'autre sens sans aucun problème. Il y avait des compléments d'information sur la partie tarif, sur la partie outils, peu importe le nombre de biens, hein, que vous ayez 0 ou 20 logements, c'est une déclaration et c'est vous qui passez le temps sur la saisie. Donc, nous, l'outil vous permet de générer le bilan et de le télétransmettre, hein. Donc, c'est une transmission finalement une génération de documents et une transmission qui est facturée. En revanche, sur une offre expert, c'est du temps homme et donc chaque bien supplémentaire est facturé 99 € hors taxe. Il y avait une question sur… Alors, je vais te laisser terminer, pardon, Ouais. et on va prendre le temps de répondre à toutes vos Oui. questions à la fin, ne vous inquiétez pas, hein, et si on n'est pas assez précis, on va revenir sur des précisions. Donc ensuite, dans l'accompagnement, comment ça se passe? Pour les personnes qui sont déjà suivies par le cabinet et après pour les futurs, donc quand vous avez besoin de contacter, d'avoir un contact tout simplement, pensez en premier à votre chargé, comptable. Donc ces coordonnées, vous allez les retrouver sur votre espace client. Sur le tableau de bord, à droite, vous avez «Mes interlocuteurs» et là, vous retrouvez son nom, son prénom et ses coordonnées. Donc déjà, pensez toujours à, passer par ce biais-là. Et si, éventuellement, vous n'avez pas de réponse pour, un autre sujet, vous avez besoin, on va dire de trouver un autre interlocuteur, vous avez, Marie-Hélène Laudoyer qui est chargée de satisfaction client, et donc vous retrouvez son adresse mail, sur le slide, ou que vous pouvez joindre, pareil si vous avez besoin, voilà, d'un autre interlocuteur. Donc toujours en premier votre comptable et ensuite, si besoin, madame, Laudoyer qui pourra vous apporter une réponse. Petite précision, en période fiscale, votre comptable peut sûrement avoir des délais de réponse supérieurs, on va dire, à la normale. Alors c'est entre guillemets «normal» tout simplement parce qu'on est sur une période assez tendue au niveau des déclarations d'impôts. Donc il faut c'est assez, voilà, compliqué où les délais peuvent être un petit peu plus longs en cette période. Donc voilà, je voulais juste vous le prévenir. Si vous n'avez pas de réponse, c'est voilà, c'est sûrement qu'il priorise un tout petit peu les bilans comptables, mais sans vous oublier. Il prendra toujours le temps quand même de vous répondre, mais si besoin, vous pouvez contacter madame Laudoyer. En principe, on a 48 heures en fait sur nos délais de réponse, et les engagements qu'on prend auprès de nos clients en période fiscale. Votre conseiller comptable, eh bien effectivement, peut avoir un délai un peu plus important, surtout s'il a un portefeuille de clients qui lui ont tous adressé des éléments hors période. Puisque n'oublions pas, hein, pour pouvoir produire nos bilans comptables, on a forcément besoin des factures. Factures de loyer et dépenses qui ont été engagées. Et donc ça, c'est toute notre difficulté. En revanche, on a une hotline qui est là pour répondre à vos interrogations, parce que très souvent, les questions que vous pouvez avoir sont des questions de premier niveau et qui ne nécessitent pas forcément l'intervention de votre comptable dédié. Parfois, c'est des questions très simples qui vont être liées à votre espace client ou des sujets de réassurance. N'oubliez pas non plus, hein, de bien valider quand vous avez déposé l'ensemble des documents pour que votre chargé comptable soit notifié. Alors là, on a parlé plutôt de la partie expérience client, mais j'ai vu aussi des questions qui passaient tout à l'heure, se dire: «Est-ce que vous pouvez nous faire une simulation sur un immeuble de rapport?» Sachez que lorsque vous prenez rendez-vous avec un
avec un conseiller en fiscalité de chez Amarissimo. Lors de ce premier rendez-vous qui dure en moyenne entre 30 et 45 minutes, eh bien, on va répondre à toutes vos interrogations sur la fiscalité et ce premier rendez-vous, il est gratuit. À partir du moment où vous détenez le bien ou vous êtes en mode d'acquisition d'un bien. C'est sûr que si vous nous appelez juste pour avoir des informations, vous n'avez pas de patrimoine immobilier, on vous facture notre rendez-vous sur un rendez-vous conseil qui est autour des 149 € de mémoire. Il faut regarder la politique tarifaire sur notre outil de prise de rendez-vous en ligne. Je rappelle que sur le réseau Imoneos, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel sur la partie expertise. Sur la partie expert, nos prestations débutent à 299 € pour le réseau Imoneos, alors que le grand public a un tarif unique à 480 €. Donc, on est sur déjà un point de différenciation assez important. Au-delà, sur la partie logicielle, on met également en place une offre de moins 5%. Je vous avoue qu'on n'a pas forcément encore eu le temps de générer peut-être des codes promo. Je n'ai pas eu le temps, moi, de mon côté, d'anticiper ce point, mais on va vous remettre un code promo ou mentionnez-le en tout cas, si vous avez un rendez-vous avec un conseiller, on l'appliquera de fait. Je passerai les consignes en interne. Maintenant, si on veut bien, on va essayer de répondre à plutôt vos questions qui concernent les sujets de vos investissements immobiliers, les interrogations. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui posait aussi la question de se dire moi, je suis LMP et finalement, comment ça se passe quand je vais revendre et si je suis LMNP? Est-ce que j'ai un calcul sur la plus-value qui va s'imposer? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous allez vendre, on va calculer la plus-value en fonction de votre situation actuelle. Donc, imaginons que vous êtes non-résident en 2022, vous étiez considéré LMP. Vous revenez en France en 2023, vous revenez en cours d'année. Donc, en général, quand il y a une reprise de biens en cours d'année, vous avez aussi vos revenus qui sont rattachés en France sur cette période-là et vous repassez assez souvent LMNP. En tout cas, d'expérience, c'est ce qu'on a pu constater. Mais donc, du coup, comment ça va se passer si, imaginons, que vous souhaitez sortir ou revendre son bien et l'année 2023, vous êtes LMNP. À partir du moment où on peut déterminer votre situation 2023, on va se mettre sous le régime 2023 au moment de la vente et donc, vous indiquerez à votre notaire que vous êtes sous le régime du LMNP. On ne viendra donc pas calculer de cotisation sociale sur les plus-values court terme comme on a pu l'évoquer. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si toutefois, on est dans une année où en fait, on ne sait pas trop si c'est l'année on va être LMNP ou LMP, on a toujours la possibilité de se positionner l'année N-1, c'est-à-dire en 2022, comment je suis qualifiée et de venir rectifier post-transaction sur sa déclaration de cotisation auprès de l'administration fiscale en revoyant sa déclaration. Donc ça, c'est aussi tout à fait possible. Voilà, je voulais juste vous rassurer que si vous vendez en LMNP et même si vous avez été LMP, il n'y aura pas de sujet de plus-value pro vous concernant. Vous serez bien sur la plus-value des particuliers. Alors, je vois Darlène qui a posé « J'ai acheté un bien en 2022, il sera loué à partir de 2023. Dois-je entamer des procédures auprès de l'administration fiscale dès maintenant ou attendre l'année prochaine ?» Vous démarrez la location en février 2023, déclarez votre activité en 2023. Vous avez normalement 15 jours pour pouvoir réaliser vos premières démarches déclaratives pour prévenir l'administration fiscale que vous êtes en location meublée. Vous allez ainsi obtenir votre numéro de siret. Je rappelle juste également que depuis le 1er janvier 2023, vous devez aussi déclarer depuis votre espace impôt.gouv la location sur vos biens immobiliers, la location, le type de location vide, location meublée, le loyer qui est demandé et votre locataire qui arrive dans les lieux. Donc voilà, il faut qu'il y ait une cohérence sur tous les sujets, donc il faut bien faire vos démarches de suite, Darlène. Il ne faut pas attendre. Est-ce que l'offre expert change en fonction du nombre de biens? J'ai répondu tout à l'heure, effectivement, il y a 99 € par lot supplémentaire.
C'est quoi la fourchette des amortissements? Une question de Jocelyn Guibert. Alors, je vais vous donner le principe de base. Il faut savoir que pour déterminer les amortissements, c'est en fonction de chaque bien. En revanche, on a une règle standard commune qui est de se dire que si le bien est sur un territoire non tendu, on va amortir 45% de la valeur du bien sur 50 ans. Ça correspond aux grosses œuvres. On va amortir ensuite 10% de la valeur du bien sur 20 ans, c'est l'étanchéité toiture. Et ensuite, 30% de la valeur du bien sur 15 ans, c'est tout ce qui est agencement, installation générale et technique. Vous voyez qu'il reste 15% de la valeur du bien, ça correspondrait donc à la valeur foncière, le terrain, qui lui ne s'amortit pas. Donc en faisant cette méthode-ci, vous pouvez avoir les amortissements pour vos biens sur les 15 premières années. Si vous vous posez les questions sur un secteur tendu, eh bien, on est plutôt… alors, tout dépend, en fait. Soit 20% sur un secteur tendu, et si on est sur Paris, on va même monter jusqu'à 40% en fonction des emplacements. On a un simulateur d'amortissement sur notre site Amarissimo. N'hésitez pas à l'utiliser, vous aurez un retour instantané. Y a-t-il des précautions à prendre si l'on s'attend à déménager d'Asie à un pays européen? Il n'y a pas forcément de précautions, mais il y aura donc un changement sur les cotisations sociales, effectivement. Donc, il faudra juste les déclarer dans votre pays de lieu de résidence. Donc, il faudra se rapprocher du régime de sécurité sociale du pays de résidence. Ça ne valide pas des cotisations Agir Arco en LMP. Alors, Antoine, quand on est LMP, au sens qu'on vient de l'évoquer ici, c'est-à-dire plus de 23 000 € et la source de revenus supérieure aux autres revenus territoire français, eh bien, on a une inscription à réaliser auprès de l'URSSAF et et de la sécurité sociale des indépendants. Donc, il n'y a pas de cotisation Agir Arco du régime salarié. Tout à l'heure, j'avais une question qui était de se dire, mais comment fait-on pour s'inscrire? Eh bien, il y a un formulaire, tout simplement un CERFA qui est à compléter et qui est à adresser à l'URSSAF pour pouvoir tout simplement indiquer qu'on a des cotisations sociales. Normalement, on a son espace aussi guichet entreprise qui devrait pouvoir le permettre, mais ça reste compliqué et on sait qu'on a des loueurs qui ont des difficultés à s'inscrire auprès de l'administration fiscale. Si vous avez des difficultés à vous inscrire, un refus de l'URSSAF et que c'est votre objectif, vous n'aviez pas envie de cotiser, conservez ce refus, il vous permettra, en cas de contrôle, eh bien, vous pourrez l'opposer, tout simplement. En revanche, si vous souhaitez absolument vous inscrire, faites les démarches par le formulaire CERFA de déclaration sociale et ça devrait fonctionner. Si on est déjà client et qu'on vient de découvrir Imoneos, peut-être bénéficier d'une réduction. Dorian, oui, faites-nous un petit mail et on va vous faire quelque chose. Bien sûr. Faut-il un siret pour chacun des biens loués? C'est une question d'Evan. Très bonne question. Non, on n'a qu'une seule activité de location meublée et peu importe le nombre de biens et même peu importe la forme de location meublée. On peut très bien avoir de la location saisonnière mixée avec de la location meublée destinée à l'habitation, meublée à de l'investissement en résidence de service qui est aussi de la location meublée. Ça reste une activité de location meublée, donc c'est un numéro de siret. En revanche, lorsqu'on a un autre bien, on réalise une activité, on doit toujours prévenir l'administration fiscale et on doit intégrer sur des formulaires P2P4 et maintenant sur l'espace guichet unique, on doit indiquer les nouveaux biens dédiés à l'activité de location meublée. J'essaie de regarder les questions. J'ai l'impression, j'ai acquis un bien en 2022, j'ai mis en 2022, je ne l'ai pas encore déclaré à l'administration fiscale. Est-ce un problème? Dois-je m'attendre à des pénalités? Alors, soyez rassurés, l'administration fiscale est relativement tolérante avec le particulier et c'est surtout qu'ils n'ont pas tous les éléments pour pouvoir faire les contrôles et sanctionner. Oui, ils pourraient vous appliquer des pénalités si vous ne faisiez pas les déclarations en tant que telles, mais comme ils ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas vous sanctionner à ce stade. Donc, par contre, profitez-en pour régulariser votre situation tout de suite.
Du coup, l'on pense vendre dans 3-4 ans pour limiter les taxes sur la vente lorsqu'on est en LMP. Le mieux est donc de payer en LMNP avant la vente. Oui, Marine, en principe, il faudrait faire un calcul malgré tout. Mais en principe, alors, tout dépend malgré tout quand même de la plus-value qu'il y a derrière. Donc, Marine, c'est vraiment peut-être du cas par cas. Ça nécessiterait peut-être, je ne suis pas sûre de vous apporter une réponse aussi, légère, mais j'aurais tendance spontanément à vous dire oui, effectivement, c'est mieux d'être en LMNP. Mais si vous avez une plus-value importante et une durée de détention qui est assez faible, peut-être qu'être en LMP au moment de la vente peut avoir un intérêt, parce que vous aurez été très peu de temps en LMP, donc très peu d'amortissement, très peu de cotisations sur les amortissements qui ont été pratiqués. Dorian, dans une optique d'investissement cette année, si on a le choix entre acheter avec une société à l'IS ou ajouter un bien au LMNP et devenir LMP, quel est le plus intéressant? Résident en Suisse. Alors, je pense, Dorian, qu'il faut avoir une vision un peu plus globale. Est-ce que vous avez envie de diversifier ou pas vos modes d'acquisition? Ce n'est pas du tout la même chose. Attention, l'investissement dans une société à l'IS est extrêmement intéressant également d'un point de vue fiscal, répond à des objectifs, mais qui sont plutôt des objectifs de constitution de société. Et d'un point de vue fiscal, au moment où vous allez revendre sur votre SCI, vous aurez votre plus-value pro d'un côté et vous aurez aussi une flat tax de l'autre. Et l'argent qui est dans la SCI, si vous voulez sortir, vous pouvez le sortir qu'à hauteur d'un résultat comptable, soit très souvent difficile à sortir finalement, et donc du coup, peu de disponibilité de la liquidité. La SCI à l'IS a quand même un intérêt, surtout lorsqu'on ne veut pas vendre son bien, le détenir sur du très long terme. Donc, Dorian, je vous conseillerais peut-être de prendre un rendez-vous avec Louise-Marie pour avoir un petit audit et pour avoir la meilleure réflexion. On ne peut pas vous répondre aussi spontanément que ça. Il faut vraiment connaître bien vos objectifs et avoir une prévision de taxation dans les deux cas pour que vous puissiez prendre votre décision. Je suis en indivision avec mon frère, il est résident en France. Nous devons avoir 2 cirets, bien en héritage, location qui commence à avril. Non, c'est un siret, un seul siret, c'est une activité de location pour l'indivision. En revanche, vous êtes obligatoirement au régime réel. Donc, cette indivision sera donc au nom de vous et de votre frère. On m'avait dit 70% de la valeur du bien pour le gros œuvre amorti sur 80 ans. Alors, c'est énorme, 70%. Si vous regardez les coûts de construction, il faut savoir que, en fait, les ventilations sont censées représenter le coût d'une opération immobilière. Heureusement que la maçonnerie ne coûte pas 70% de l'immobilier parce que les autres cœurs d'État ne vivraient pas, à mon avis, auraient des difficultés à avoir des marges. 5% l'installation électrique sur 25 ans. Au bout de 25 ans, votre installation électrique, elle est obsolète. Donc, je pense que, bon, ça me semble… je pense que notre méthode, en tout cas, correspond aux pratiques édictées par l'administration fiscale et sont plus favorables dans les calculs. Bonjour, j'ai malheureusement raté une bonne partie du meeting. Pourrais-je accéder à la vidéo complète? Oui, vous aurez le lien et je laisserai le soin du coup à David et Rémi de vous l'adresser. Pour un couple en LMT, doit-on payer la SCI pour une ou deux personnes? C'est une excellente question, Dimitri, puisqu'en fait, on n'a pas de réponse sur ce point-ci. Aujourd'hui, on a une activité qui est inscrite avec un nom, donc les cotisations sont payées par un seul des membres, mais en réalité, si on souhaitait avoir les deux en termes de cotisation, eh bien, on pourrait tout à fait, via ce formulaire CERFA, inscrire la deuxième personne. C'est notamment dans le décret le genre de réponse qu'on aimerait trouver, puisqu'en fait, qui est véritablement le loueur professionnel au sein de ce foyer quand on a deux loueurs? C'était une très bonne question. À quel email envoyer la demande pour la Je viens de réduction répondre. Imeneos? Ah, Ouais. super. Merci, Louise-Marie. Est-ce que tu as vu des questions, Louise-Marie? Je vois, j'ai un bien viager libre loué en meublé au régime réel avec des expériences. Où savez-vous comment faire l'amortissement? L'amortissement, ce sera sur la valeur du coût Du logement. du logement.
peut-on déclarer au BIC un Airbnb au réel une location meublée? Alors, Pascal, on est forcément en BIC, en location meublée. En revanche, on ne peut pas avoir au sein d'un même foyer un micro d'un côté et un réel de l'autre, sauf si on a un couple marié sous le régime de la séparation, monsieur qui a une activité d'un côté, madame de l'autre, et en s'assurant que le cumul des deux sur le chiffre d'affaires ne dépasse pas les 67 700 €. Donc, en principe, vous êtes donc au régime réel. Mais en Airbnb aussi, vous pouvez amortir il y a probablement un intérêt à déclarer au régime réel. D'autant plus qu'en Airbnb, attention, ce n'est pas l'argent que vous recevez de la plateforme, mais c'est l'argent qui est généré par la nuitée. Donc, faites attention au montant des déclarations parce qu'il y a énormément d'anomalies sur les déclarations pour ces loueurs-ci. Un bien en LMNP classique et un bien en LMNP avec bail commercial génèrent 2 numéros de siret. Pouvez-vous confirmer que ces 2 LMNP se cumulent pour l'appréciation du plafond des 23 000? Un bien en LMNP classique et un bien en LMNP avec bail commercial, c'est un numéro de siret, sauf à ce qu'on ait des propriétaires différents. Donc, on a bien un numéro de siret et c'est bien un bilan comptable. Et donc, on va bien cumuler les loyers. Louise-Marie, peut-être que tu vas pouvoir proposer ton lien Calendly pour la prise de rendez-vous. Comment créer son compte URSSAF, son numéro de siret? C'est là où il faut, à mon avis, prendre le formulaire CERFA, ce sera plus simple. Mais vous pouvez normalement sur guichet entreprise, si je ne dis pas de bêtises, alors peut-être guichet unique là aussi désormais, j'ai un petit doute, désolée, puisque les choses ont été modifiées au 1er janvier. Mais normalement sur guichet entreprise, vous avez toujours cet accès, vous vous identifiez avec votre numéro de sirène. Y a-t-il une différence de calcul du seuil LMNP si l'on facture un loyer avec charge à taux fixe et un loyer sans charge incluse et facturé au locataire? Dans les deux cas, de toute façon, ce sont les recettes. Donc, on va déclarer les charges dans les deux situations. Il n'y a pas de possibilité, si la question, c'est de se dire qu'on passe en dessous des 23 000 € en facturant différemment. Non, c'est vraiment l'ensemble du chiffre d'affaires. Mon logement est loué par une concierge qui prend 20% avec et les frais de plateforme. Mon logement peut passer de LMNP au LMNP. Comment calculer le chiffre d'affaires dans ce cas? Est-ce que ça correspond à la valeur payée par les locataires sur la plateforme qui inclut tout? C'est tout à fait ça, Adi. C'est bien le chiffre d'affaires qui est généré. Je possède les biens avec mon épouse. Cotisons-nous tous les deux à la retraite grâce à LMP? Si les deux payent des cotisations, oui. Sinon, c'est seulement celui qui cotise. Y a-t-il un intérêt d'inscrire un centre de gestion agréé en 2023? Alors, Julie, le centre de gestion agréé en 2023 avait d'intérêt pour les non-résidents uniquement si ils avaient un résultat positif d'activité, parce qu'ils évitaient d'avoir une majoration. Seulement en 2023, il n'y a plus de majoration, qu'on adhère ou non à un centre de gestion agréé, il n'y a plus cette histoire de majoration. Donc, l'intérêt, finalement, c'est uniquement pour les résidents pour bénéficier de la réduction d'impôt sur les frais de comptabilité ou les outils qu'on propose. Quand on adhère à un centre de gestion agréé, on peut s'en faire rembourser les 2/3 sous certaines conditions, c'est d'avoir des chiffres d'affaires inférieurs à 77 700 € en location meublée traditionnelle ou ne pas être sous le régime de l'indivision. Mais quand on est non-résident, malheureusement, on ne peut pas profiter de cette réduction d'impôt, donc vous n'avez pas d'intérêt d'adhérer à un centre de gestion agréé, enfin, vous n'avez plus d'intérêt. En LMP, peut-on valider des trimestres de retraite si on n'est pas français? Et oui, on peut valider des trimestres de retraite, 3 des 4 trimestres minimum, voire 4 si on a un résultat d'activité supérieur à 6 700 et quelques euros. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Voilà, je viens de réapparaître. Merci beaucoup Aurélie et Louise-Marie. C'était très dynamique, très complet, très clair et très riche. Donc, encore merci pour votre intervention et votre expertise que vous partagez.
Comme je dois le rappeler, comme tu l'as dit, on va partager par email le lien pour voir le replay. Donc, si vous voulez revoir une partie de la présentation, vous l'aurez. On partagera aussi dans l'email le lien de la vidéo pour les personnes qui veulent s'intéresser à la solution Solo. Et on partagera aussi le lien vers le formulaire Iboneos où après, on forward votre calendrier et tous les contacts côté Amaris pour prendre contact avec vous. Voilà, encore, merci infiniment Aurélie Louise-Marie. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, voilà, j'espère qu'on a répondu à la plupart des questions. Et sinon, de toute façon, vous savez que maintenant, vous avez soit votre interlocuteur, vous êtes déjà client Amaris, soit la possibilité, si vous avez un bien et que vous envisagez de confier sa gestion à Amaris, la possibilité donc d'avoir une consultation d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire le point, soit sinon cette consultation ad hoc, donc je ne sais plus le prix, tu indiquais 149 si on veut vraiment avoir une réponse à une question bien précise. Voilà. Merci beaucoup. Merci à à vous. tous. Merci pour vos retours. À bientôt. Au revoir.